Tout a commencé par un sourire. Un soir de novembre, alors que nous dînions dans notre appartement du 6e arrondissement de Lyon, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont Marguerite souriait. C'était à peine perceptible, une fraction de seconde où son regard semblait voyager ailleurs, vers un endroit où je n'avais pas accès. J'ai chassé cette pensée. Nous sommes ensemble depuis 12 ans. Les couples qui durent apprennent à lire les silences de l'autre, à accepter que l'intimité ne soit pas transparence totale. J'avais 41 ans cette année-là. J'enseignais l'histoire contemporaine à l'Université catholique de Lyon, un travail qui me passionnait malgré les contraintes bureaucratiques et les étudiants de plus en plus distraits. Marguerite dirigeait une galerie d'art contemporain dans le quartier de la Guillotière, un espace qu'elle avait fondé avec ses propres économies et un emprunt que nous avions contracté ensemble. Elle avait 47 ans, 6 ans de plus que moi, une différence qui n'avait jamais compté, ni pour elle ni pour moi, et que nous plaisantions parfois lors des dîners entre amis. Novembre est devenu décembre, et les petits signes se sont multipliés, si discrets que je me sentais ridicule de les noter. Les appels téléphoniques tardifs, d'abord. Elle quittait souvent la pièce pour répondre, disait toujours que c'était une urgence de la galerie. Les nouvelles habitudes, soudainement intéressée par la course à pied, alors qu'elle avait toujours exécré le sport. Elle partait 2 ou 3 matins par semaine, avant l'aube, ses baskets neuves claquant sur les pavés de la rue Pierre-Dupont. Je l'entendais fermer la porte d'entrée, puis le silence revenu dans notre appartement trop grand. Les reçus dans ses poches. J'ai commencé à les trouver par accident. Une feuille de café glissée entre les pages d'un livre, un ticket de péage froissé au fond d'un tiroir. Elle avait pris l'autoroute plusieurs fois, des week-ends entiers où elle disait être à Bordeaux pour une vente aux enchères, ou à Genève pour rencontrer un collectionneur privé. Je n'avais jamais vérifié. Pourquoi aurais-je vérifié ? Janvier est arrivé avec sa grisaille caractéristique de Lyon, cette brume qui transforme la ville en un tableau impressionniste où les formes s'effacent les unes dans les autres. C'était un samedi matin, et je me souviens encore de l'odeur du café qui filtrait dans la chambre pendant que j'essayais de replonger dans un sommeil que Marguerite avait déjà quitté. Je l'ai aperçue par la fenêtre de la cuisine, sur le trottoir d'en face, parlant au téléphone avec une intensité qui m'affrose. Elle gesticulait légèrement, comme quelqu'un qui essaie de convaincre un interlocuteur réticent. Quand elle m'a vu à la fenêtre, elle a rapidement raccroché et m'a envoyé un baiser du bout des doigts. J'ai souri. J'ai toujours souri. La distance émotionnelle a été plus insidieuse. Petit à petit, nos conversations sont devenues des rapports d'étape. Elle me demandait comment allait mon semestre. Je lui demandais si la galerie allait bien. Nous discutions des factures, des projets de rénovation de notre maison de campagne dans le Beaujolais, des vacances d'été que nous n'avions jamais prises. Nos corps se croisaient encore dans le lit, mais nous avions développé ce skill particulier des couples de longue date. Partager un espace sans vraiment se toucher. Les câlins étaient protocolaires, les baisers rituels. Je ne m'en plaignais pas. Je pensais que c'était ainsi que fonctionnait le mariage après tant d'années. Février. Une soirée chez des amis, des journalistes du Progrès et leurs conjoints, des conversations animées sur la politique municipale et la dernière exposition du Musée des Beaux-Arts. Marguerite était radieuse, comme toujours en société. Elle avait ce talent de « Süren Qingdao », de faire sentir à chaque interlocuteur qu'il était la personne la plus intéressante de la pièce. Je l'ai regardé parler avec un conservateur du musée, sa main effleurant brièvement son bras, et j'ai ressenti ce picotement familier. La fierté d'avoir choisi cette femme, d'être l'homme qui partageait sa vie. Nous sommes rentrés à pied, remontés la colline de la Croix-Rousse sous un ciel de givré. Elle m'a pris le bras, comme au début de notre relation, et j'ai senti contre ma hanche la chaleur de son corps à travers son manteau. « Tu es heureux » m'a-t-elle demandé soudainement, d'une voix que je ne lui reconnaissais pas, vulnérable, presque enfantine. J'ai répondu que oui, que j'étais heureux avec elle. Elle a hoché la tête, comme si elle enregistrait cette information pour plus tard. Cette nuit-là, elle a fait l'amour avec une espèce de désespoir que je n'avais jamais ressenti chez elle. Afterward, j'ai contemplé le plafond de notre chambre, écoutant sa respiration régulière, et je me suis demandé qui était cette femme que je pensais connaître depuis plus d'une décennie. Le reçu de train a été la première preuve tangible. Je l'ai trouvé un dimanche de mars, en rangeant la pile de papier qu'elle avait laissée sur le bureau de l'entrée. Un billet Lyon-Paris, aller-retour, pour le week-end du 15 février. Elle m'avait dit qu'elle était à Marseille, pour une vente privée chez un antiquaire. Je tenais le carton entre mes doigts,
sentant le poids de ce mensonge simple, quotidien, terrible. J'ai confronté ce soir-là, après le dîner. Je lui ai montré le billet d'une main tremblante, et j'ai regardé son visage while elle l'examinait. Pas de culpabilité, pas de surprise, seulement une ombre de contrariété, comme si j'avais découvert un détail domestique embarrassant. C'était pour le travail, a-t-elle dit d'une voix calme. Une vente importante. Je ne t'ai pas menti, j'ai juste simplifié. J'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas m'avoir dit la vérité. Elle a haussé les épaules, un geste si désinvolte que j'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Certaines choses sont compliquées à expliquer. Tu n'aurais pas compris. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté étendu dans le noir, à écouter la ville qui respirait autour de nous, et j'ai commencé à assembler les pièces. Les matins où elle partait courir, jamais de sudor, jamais de fatigue musculaire, jamais de progrès visible. Les appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce, sa voix baissée jusqu'à l'inaudible. Les receptes de café dans des quartiers qu'elle n'aimait pas. L'intérêt soudain pour la crypto-monnaie, les recherches sur son ordinateur à des heures étranges. Qui était cette femme? Avril. J'ai engagé un détective privé. J'ai honte de l'admettre, mais j'avais besoin de savoir. L'homme s'appelait Dubois, un ancien flic à la retraite anticipée, la cinquantaine bedonnante et le regard fatigué de quelqu'un qui avait vu trop de mesquinerie humaine. Il a pris mes coordonnées bancaires avec un professionnalisme désarmant et a disparu pendant 3 semaines. Pendant ce temps, j'ai continué à vivre avec Marguerite comme si de rien n'était. Nous avons dîné avec mes collègues, assisté à une opéra à l'Opéra de Lyon, passé un week-end dans notre maison du Beaujolais où elle avait passé son temps à tailler les rosiers pendant que j'essayais de lire. Elle était si prévenante, si attentionnée, m'apportant mon café au lit le matin, massant mes épaules quand je me plaignais de douleurs au dos, préparant mes plats frais sans que j'aie à les demander. C'était comme si elle avait décelé mon suspicion et décidait de redoubler d'efforts pour me convaincre de sa dévotion. Le rapport de Dubois a été délivré un mardi de avril, dans un café de la Presqu'île, près des terreaux. Il m'a tendu une enveloppe Kraft avec un visage de pierre, et j'ai vu dans ses yeux une forme de compassion embarrassée. « Il y a effectivement quelqu'un, » m'a-t-il dit. « Mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Ce qu'il m'a montré ce jour-là a transformé ma compréhension de ma propre vie. Des photographies de Marguerite entrant dans un immeuble du 7e arrondissement, un homme l'attendant sur le palier d'un appartement du 3e étage à Paris, des dîners secrets dans des restaurants que nous n'avions jamais fréquentés ensemble. L'homme avait la quarantaine, les tempes grisonnantes, un visage austère d'intellectuel. Sur une photo, on les voyait assis dans un café de la rue de la Roquette, à Paris, leurs tétés rapprochés, leurs mains séparées par quelques centimètres seulement. Sur une autre, ils marchaient le long du canal Saint-Martin, à la tombée de la nuit, leur corps se frôlant à chaque pas. Dubois M.A. also forni des relevés bancaires. Des virements réguliers, des retraits en espèces, des achats en ligne chez des fournisseurs que je ne connaissais pas. Des sommes significatives, près de 40 000 € sur les 18 derniers mois. Notre épargne familiale, le compte que nous avions ouvert pour notre retraite, avait été largement prélevé. Pendant que je planifiais notre avenir, elle était en train de le détruire. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de mon père, 15 ans auparavant. J'ai pleuré dans le silence de notre chambre, le visage enfoui dans mon oreiller pour que Marguerite ne m'entende pas. J'ai pleuré parce que j'avais fortillé 1 an et que je ne connaissais pas la femme avec laquelle je dormais. J'ai pleuré parce que je ne savais pas qui était cet homme. Et surtout, parce que je commençais à comprendre que je ne le saurais peut-être jamais. Mais j'ai continué à faire comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé en moi. J'observais Marguerite avec une attention forensique, cherchant dans ses gestes quotidiens les preuves de sa double vie. Elle se levait toujours à la même heure, faisait toujours son yoga sur le balcon, appliquait toujours la même crème hydratante le soir mais maintenant, je voyais les micro-hésitations, le temps qu'elle prenait pour répondre à un message, la façon dont elle évitait mon regard quand elle mentionnait la galerie, le tremblement à peine perceptible de ses mains quand elle versait le vin. Le 12 mai, un samedi, je l'ai suivie. Elle a pris le train de 9h47 pour Paris, comme Dubois me l'avait indiqué. Je l'ai attendue sur le quai adjacent, caché derrière un pilier de la gare de Perrache, le cœur battant comme celui d'un adolescent en train de faire une bêtise. Quand le train a disparu dans le tunnel, je suis monté dans le prochain départ, le billet tremblant dans ma main. Elle est descendue à Lyon-Part-Dieu, pas à Paris.
Elle a traversé la rue, enterre dans un café que je n'avais jamais remarqué, un de ces endroits discrets où les habitués se connaissent par leurs ordres plutôt que par leur nom. Je l'ai attendue 10 minutes avant d'entrer à mon tour, m'installant à une table d'angle d'où je pouvais la voir sans être vu. Elle n'était pas seule. L'homme de l'immeuble parisien était là, assis en face d'elle. Il parlait avec une intensité qui n'avait rien de romantique. C'était une conversation de conjurés, pas d'amants. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je voyais leur visage, la façon dont l'homme se penchait vers elle pour emphasiser un point, la manière dont elle hochait la tête en écoutant. À un moment, elle a sorti un dossier de son sac et l'a fait glisser vers lui. Il l'a ouvert, a examiné les documents et a eu un sourire qui m'a glacé le sang. C'était le sourire de quelqu'un qui vient de gagner une partie longue et complicate. Je suis sorti du café avant qu'elle ne me voie et j'ai erré dans les rues de Lyon pendant des heures. Les images tournaient dans ma tête. Les photos de Dubois, les virements bancaires, le sourire de l'homme au dossier. Tout cela ne ressemblait pas à un adultère. Cela ressemblait à quelque chose de beaucoup plus organisé, de beaucoup plus terrifiant. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'elle rentre. Elle est arrivée vers minuit, l'air fatigué mais satisfaite, et elle a sursauté en me voyant assis dans le noir du salon. « Tu m'as fait peur », a-t-elle dit en posant sa main sur sa poitrine. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, à la regarder dans cette pénombre, et j'ai demandé « Qui est cet homme, Marguerite ?» Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas du remords, mais une forme de résignation, comme si elle avait su que ce moment arriverait inévitablement. Elle s'est assise en face de moi, a croisé les jambes, et elle a souri. Ce n'était pas le sourire que je connaissais. C'était le sourire de quelqu'un d'autre. « Tu veux vraiment savoir ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. J'ai hoché la tête. Elle a soupiré, comme si elle s'apprêtait à révéler une vérité qu'elle aurait préféré garder enfouie. Cet homme s'appelle Victor Laroche. Il est historien, comme toi. Spécialiste de la période de Vichy. Et il travaille sur un projet depuis 15 ans. Un projet qui implique toi. Ce qu'elle m'a dit cette nuit-là a détruit tout ce que je croyais savoir sur ma propre vie. Victor Laroche n'était pas son amant. Il était son handler. Le mot qu'elle a utilisé, avec une froideur bureaucratique qui m'a donné envie de hurler. Il travaillait pour les services de renseignement français, m'a-t-elle expliqué, et depuis 15 ans, il menait une opération d'infiltration dans les milieux académiques lyonnais. L'objectif, identifier et recruter des chercheurs susceptibles de détenir des informations sensibles sur les réseaux collaborationnistes de la région, leurs descendants, leurs connexions encore actives dans les sphères politiques et économiques. « Tu étais une cible idéale », a dit Marguerite, et sa voix était celle d'une étrangère. « Ton spécialise sur les élites économiques de Lyon pendant l'occupation. Ta dise sur l'LNG entre le patronat lyonnais et le régime de Vichy a fait du bruit dans certains cercles. Tu as mentionné des noms que certains auraient préféré voir oubliés. » Je luttais pour comprendre. Chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard qui s'enfonçait un peu plus profond. « Tu veux dire que notre mariage était une mission », a-t-elle coupé, et j'ai vu alors la femme que j'avais épousée se transformer en quelque chose de froid, de professionnel, d'effrayant. On m'a affecté à ton cas en 2009. Victor avait repéré ton potentiel. Tu étais jeune, brillante, ambitieux, et surtout, tu avais accès à des archives que peu de chercheurs avaient consultées. Des archives qui contenaient des informations que certains voulaient protéger à tout prix. Les pièces se sont assemblées avec une clarté horrible. Notre rencontre, par hasard, dans un café de la Guillotière où elle m'avait abordé avec un sourire timide. La façon dont elle avait su instantanément quelles questions poser, quel sujet m'intéressait, quelle vulnérabilité exploiter. Notre mariage, notre maison, nos 12 années ensemble. Tout cela n'était qu'une longue opération de collecte de renseignements, une manipulation psychologique qui s'étendait sur plus d'une décennie. Tu m'as épousé pour m'espionner, ai-je dit, et ma voix ressemblait à celle d'un étranger. Elle a hoché la tête, sans aucune émotion visible. Pendant 12 ans. Tu as fait l'amour avec moi, tu as partagé ma vie, tu as ri avec mes parents. Tout cela pour obtenir des informations sur des archives que je consultais pour mon travail. Les archives n'étaient qu'une partie, a-t-elle répondu. Tu as des connexions, maintenant. Tu connais des historiens, des archivistes, des collectionneurs privés.
Des gens qui ont des documents que le gouvernement français préférerait ne pas voir rendus publics. Tu as été remarquablement efficace, d'ailleurs. Sans le savoir, tu as ouvert des portes que nous cherchions à franchir depuis des années. J'ai pensé à toutes les conversations que nous avions eues, tard le soir, quand je lui confiais mes doutes sur certains de mes collègues, mes soupçons concernant des sources qui semblaient trop bien informées. J'ai pensé à tous les documents que j'avais laissés traîner, toutes les notes que j'avais griffonnées, tous les mails que j'avais envoyés. Pendant 12 ans, j'avais été un instrument, et l'instrumentiste était la femme que j'aimais. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je demandé, et j'ai hâté à quel point ma voix était devenue faible, soumis. Elle a eu ce sourire à gaine, le sourire de l'étranger qui portait le visage de mon épouse. Parce que la mission est terminée, a-t-elle dit. Victor a obtenu ce qu'il cherchait. Les dossiers que tu as découverts dans les archives municipales de Lyon, les listes complètes des entreprises lisoises qui ont collaboré avec le régime, les noms des banquiers qui ont blanchi leur nazi, les liens entre certaines familles et les réseaux pétainistes, tout cela est désormais entre des mains responsables. Tu as fait ton travail, et tu l'as fait parfaitement. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, quelque chose de plus profond, de plus fondamental. La confiance, peut-être, ou simplement la capacité à créer que le monde avait un sens, que les relations humaines n'étaient pas que des transactions, que l'amour n'était pas qu'un instrument. Et maintenant, ai-je murmuré. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Marguerite s'est levée, a marché vers la fenêtre, a contemplé les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit de mai. Maintenant, je rentre à Paris. Victor a besoin de moi pour la suite de l'opération. Et toi, tu vas continuer à vivre ta vie. Tu vas enseigner ton cours sur l'histoire contemporaine, tu vas corriger les copies de tes étudiants, tu vas vendre notre maison du Beaujolais et acheter un appart plus petit. Et tu vas te persuader que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Je me suis levé à mon tour, et je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis le début de notre mariage. Cette femme aux cheveux striés de gris, au visage marqué par les années, aux yeux d'un verre que j'avais toujours trouvé si beau. Cette étrangère qui m'avait souri chaque matin pendant 12 ans, qui m'avait réchauffé les nuits d'hiver, qui m'avait écouté me plaindre de mes documents. Est-ce que tu m'as au moins aimé, même une seule fois? Elle s'est retournée, et j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Une fissure dans le masque professionnel, une ombre de quelque chose qui ressemblait peut-être, très vaguement, à du regret. Non, a-t-elle dit. L'amour n'était pas prévu au programme. 5e partie, le vide. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours après son départ. Je restais assis dans le salon de notre appartement, à fixer le mur, à écouter le silence qui avait succédé à 12 ans de présence. Le matin du 4e jour, j'ai appelé l'université pour dire que j'étais malade. Le doyen m'a wished un prompt rétablissement avec une courtoisie mécanique. Qui se soucie d'un professeur d'histoire quand les étudiants préfèrent TikTok aux archives départementales? Le détective Dubois m'a contacté 1 semaine plus tard. Il voulait me rendre compte de la suite de sa surveillance, bien que le CLI, moi, n'ait plus vraiment besoin de ses services. Je l'ai invité à prendre un café, et il m'a regardé avec une pitié que je ne supportais pas. « Je suis désolé », a-t-il dit. Je ne savais pas dans quoi je vous embarquais. Je lui ai demandé comment il avait pu ne pas savoir, comment un ancien flic n'avait pas décelé la vérité sur Marguerite. Il hausse les épaules, et son visage s'est durci. Elle était bien formée. Vraiment bien formée. J'ai commencé à passer mes journées à la bibliothèque municipale, à lire les rapports académiques que j'avais publiés au cours des dernières années. Je les lisais avec des yeux nouveaux, en cherchant les passages qui auraient pu intéresser les services de renseignement. Les passages sur les familles industrielles du Lyonnais, sur les flux financiers de l'occupation, sur les liens entre le capitalisme régional et le régime de Vichy. Partout où je regardais, je voyais le travail de Marguerite. Les questions qu'elle m'avait posées, les pistes qu'elle m'avait suggestées, les directions qu'elle m'avait indiquées. Même ma dise était entachée par sa main invisible. La galerie d'art a fermé un mois après son départ. Les employés ont reçu leurs soldés. Les œuvres ont été transférées vers un lieu de stockage que je ne connaissais pas. L'immeuble a été mis en vente, et j'ai appris par le point notaire que la société qui le possédait était une coquille vide, enregistrée au Luxembourg. 12 ans de vie commune, et je ne savais même pas qui était propriétaire de notre mur. Juillet. Je suis allé dans notre maison du Beaujolais pour la première fois depuis son départ.
Les roses qu'elle avait taillées en avril avaient fleuri, des roses rouges et blanches qui escaladaient le mur de pierre comme pour échapper à la gravite. Je me suis assis sous la tonnelle, à la table où nous avions dîné tant de fois, et j'ai regardé le jardin qu'elle avait cultivé avec tant de soin. Tout était là, les végétables du potager, les herbes aromatiques, les fruitiers qu'elle avait plants. Mais la main qui avait semé tout cela était partie, et elle n'allait jamais revenir. C'est à ce moment-là, sous le soleil brûlant du Beaujolais, que j'ai compris la vraie nature de sa trahison. Ce n'était pas seulement 12 ans de mensonges. C'était la destruction systématique de ma capacité à faire confiance, à aimer, à croire que le monde était un lieu où les relations avaient un sens. Elle n'avait pas seulement volé mon argent, mon temps, ma jeunesse. Elle avait volé quelque chose de plus fondamental. La certitude que j'étais capable de reconnaître la vérité quand je la voyais, que j'étais capable de lire dans le cœur des autres, que l'amour était une force qui pouvait transformer deux êtres isolés en quelque chose de plus grand. Septembre. La rentrée universitaire m'attrouve devant mes étudiants, à leur parler de la Restauration et de la Terreur blanche, de cette période où les anciens révolutionnaires étaient poursuivis et exécutés par les forces conservatrices. Je leur parle de la peur qui régnait dans les villages, de la dénonciation qui était devenue un outil politique, de la façon dont les liens de parenté et d'amitié pouvaient se transformer en trahison. Ils prenaient des notes, leur stylo grattant le papier, et je me suis demandé s'ils savaient que leur professeur était en train de parler d'expérience. Octobre. J'ai reçu une lettre. Pas de Marguerite, je ne devais plus jamais recevoir de ses nouvelles, mais de Victor Laroche, sur un papier neutre sans entêté. Il me remerciait pour ma collaboration involontaire, expression qui m'a fait grimacer de douleur. Il m'informait que les documents que j'avais découverts avaient permis l'ouverture de plusieurs enquêtes sur des crimes financiers de l'ère Vichy et que certains anciens réseaux étaient en train d'être démantelés. Votre travail d'historien, écrivait-il, aura des conséquences durables pour la mémoire nationale. La lettre était signée, et en bas, d'une main que je ne connaissais pas, était ajouté un post-scriptum. Marguerite vous souhaite le meilleur pour la suite. Elle considérait que vous avez été un sujet remarquable. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée de mon appartement, et j'ai regardé les flammes dévorer le papier blanc. Le meilleur. Un sujet remarquable. Les mots tournaient dans ma tête comme des moqueries, comme les rires d'un public invisible qui avait observé ma vie pendant 12 ans et s'était diverti de mon ignorance. 11 mois se sont écoulés depuis cette nuit de mai où Marguerite m'a révélé sa vérité. J'ai vendu l'appart du 6e arrondissement et me suis installé dans un petit 2 pièces de la Guillotière, ce quartier où nous nous étions rencontrés. Je passe parfois devant ce café où elle m'aborde pour la première fois, et je me souviens de son sourire, de sa façon de commander un décaféiné serré, de son intérêt apparent pour mes recherches sur les réseaux patronaux lyonnais. Tout était prévu, calcul, instrumente. Et moi, innocent, amoureux, aveugle, j'ai tombé dans le piège avec la gracilité d'un adolescent à son premier rendez-vous. Je n'ai pas refait ma vie. Je ne sais même pas si c'est possible. Je vais à mes cours, je corrige mes copies, je participe aux réunions départementales avec un visage de circonstance. Mais quelque chose s'est éteint en moi, une flamme que je ne sais pas comment rallumer. Quand je me lève le matin, je regarde le plafond de ma petite chambre et je me demande quel sens a tout cela. L'enseignement, la recherche, même la simple action de continuer à respirer. Parfois, la nuit, je erre dans les rues de Lyon. Je m'assois dans les cafés où nous allions ensemble. Je marche sur les quais du Rhône où nous faisions nos promenades dominicales. Je monte jusqu'à Fourvière pour contempler la ville qui s'étend en dessous, si belle et si indifférente à ma douleur. Et je me demande si Marguerite pense parfois à moi, si dans ses missions futures, elle se souvient de cet homme qu'elle a utilisé puis abandonne. Je me demande si elle a jamais ressenti quoi que ce soit. Un remords, un regret, une ombre de tendresse qu'elle se serait empressée d'étouffer. La réponse, je le sais, est non. Elle a été formée pour ne pas sentir, ou pour ne sentir que ce qui sert la mission. Et la mission est terminée. Je ne suis plus un sujet, plus une cible, plus un instrument. Je ne suis plus rien pour elle, sinon peut-être un inconvénient mémoire qu'elle s'efforce d'oublier. Il paraît que l'amour est la plus forte des motivations, celle qui peut soulever des montagnes et traverser des océans. Moi, je sais maintenant que l'amour peut aussi être une cage, une prison dorée où l'on vit pendant 12 ans sans soupçonner que les barreaux sont là. Et l'on sort de cette prison non pas libre, mais brisé, capable encore de marcher, encore de parler, encore de sourire aux connaissances croisées dans la rue, mais incapable de se reconnaître soi-même,
de faire confiance à son propre jugement, de croire que quoi que ce soit dans ce monde soit réel ou sincère. C'est cela, la vraie trahison. Pas le mensonge, pas le vol, pas même la manipulation. C'est la destruction de la certitude quoi que ce soit puisse être vrai. Et cela, Marguerite ne me l'a jamais pardonné, parce qu'elle ne m'a jamais rien pardonné, parce que le pardon n'était pas prévu au programme. Levé à la fenêtre de mon petit appartement, je regarde Lyon s'éveiller sous un ciel de novembre. Les rues se remplissent de voitures et de métropolitains, les cafés ouvrent leurs portes, les habitants se tâtent vers leurs travaux et leurs rendez-vous. None d'entre eux ne sait que parmi eux marche un homme qui a été utilisé, manipulé, vidé de sa substance par la femme qu'il aimait. Et c'est bien ainsi. Car personne ne peut comprendre cette expérience à moins de l'avoir vécue, et je ne souhaite à personne de la vivre. Alors je continue, un pas après l'autre, un jour après l'autre, vers un avenir que je n'arrive pas à imaginer. Parce que c'est tout ce que je sais faire maintenant, continuer, quand même, quand la raison de continuer m'échappait. Et peut-être, un jour, lointain, improbable, je trouverai une raison nouvelle. Ou peut-être pas. Mais en attendant, je marche. Dans les rues de Lyon, sous la pluie et le soleil, dans le brouillard de novembre et la lumière d'août. Marchant, toujours, vers un horizon qui recule à mesure que j'avançais. Car c'est tout ce qu'il me reste. La marche. Et le souvenir, terrible et doux, d'une femme qui n'a jamais existé, mais qui m'a appris ce que signifie vraiment être seule.